Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale. J'ai l'impression que les trois quarts des youtubeurs disent ça au début de leurs intros dans les vidéos, puisqu'en effet la chaîne a récemment dépassé les 1000 abonnés, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça, sortir une petite vidéo un peu spéciale pour l'occasion. C'est donc pourquoi je vais vous parler de mes 15 films préférés et restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un petit concours. Déjà avant de commencer cette vidéo, faut se mettre d'accord sur ce qu'est un film préféré. Chacun a un petit peu sa définition, donc je vais vous donner ce qui est en tout cas la mienne. Les films que je vais présenter ici, c'est pas forcément les films que j'estime être objectivement les meilleurs que j'ai vus de ma vie. D'ailleurs au passage, si jamais ça vous intéresse que je fasse un jour un top des films que je considère être les meilleurs objectivement, dites-le moi, ça peut être intéressant comme vidéo. La première chose qui pour moi définit ces films comme étant mes films préférés, c'est des films que j'ai vraiment envie de défendre envers et contre tout. Et surtout ce que je veux dire par là, c'est que c'est des films que j'ai envie d'aimer, c'est-à-dire que n'importe quelle raison objective qui me sera donnée contre ce film ne va jamais faire en sorte que mon regard sur eux va changer d'une quelconque manière. La seconde notion qui est pour moi très importante, c'est le fait de pouvoir durer dans le temps. Ce sont des films pour la plupart que j'ai vus assez jeunes mais que j'ai déjà pu revoir, donc constater le fait que je les aimais toujours au deuxième visionnage. Mais ce sont aussi des films qui ont grandi et évolué en même temps que moi et ma vision du cinéma et qui du coup ont pu s'adapter aux nouvelles visions des choses et qui ont pu aussi m'apporter de nouvelles choses à voir plus ma vision cinéphile évoluait. En fait, je considère vraiment que ce sont des films qui m'ont accompagnée et qui continuent à m'accompagner dans ma construction cinéphile. Enfin, et c'est le critère que je considère comme étant le plus important, ce sont des films qui, à un moment donné, ont changé ma vision des choses. Que ce soit une vision du monde, que ce soit une vision de l'art, que ce soit une vision du cinéma, que ce soit une vision sur des choses personnelles, c'est-à-dire vraiment une vision introspective. Ce sont tous des films qui m'ont aidé à avoir un déclic et c'est pour ça qu'ils sont présents dans ce top. Avant de commencer aussi le top à proprement parler, j'aimerais vraiment vous signifier évidemment que c'est un top qui est personnel. J'aimerais aussi vous dire que ce top est susceptible de changer au fur et à mesure de mes découvertes, etc. et qu'il y a notamment certains films qui m'ont fait très mal au cœur de devoir enlever de ce top là. Donc j'aimerais faire une petite partie mention honorable avant de commencer le top à proprement parler. C'est une saga que j'adore vraiment énormément, mais le troisième opus est assez imparfait et j'ai pas forcément l'impression à chaque fois que je les revois que j'apprends quelque chose de nouveau ou que mon regard change. C'est une saga que j'aime plus par nostalgie que par cinéphilie, même si mon amour est tout à fait sincère. C'est un des films qui m'a donné une de mes plus grosses claques au cinéma. Le problème, c'est que c'est un film que je n'ai jamais revu et du coup, il faudrait que je puisse le revoir d'autres fois pour voir si cette impression de claque et cette impression de sublime qu'il m'avait donnée peut durer dans le temps. C'est aussi exactement pour les mêmes raisons et les mêmes critères que j'ai enlevé Rec et Mr Babadook, qui sont deux films que j'aime énormément, qui m'ont fait aussi cette impression d'impact et de claque cinématographique, mais que je n'ai vu qu'une seule fois, donc il faudrait que je vois si ça peut durer sur le temps. Alors j'adore toujours aussi profondément ce film, le truc c'est que j'ai l'impression que ce film est resté ancré dans une époque alors que moi j'ai évolué. C'est-à-dire qu'il est très film à Oscar, il est très pathos, il est assez misérabiliste dans sa manière de montrer les choses et moi maintenant c'est des techniques de cinéma et c'est des manières de faire qui me lassent et qui font que moi j'ai changé de regard tandis que ce film, lui, n'a pas forcément suivi mon évolution. Donc je l'aime toujours autant, mais il ne correspond plus forcément à mes critères pour en faire un top. Pareil, j'adore ce film vraiment sincèrement, c'est mon film préféré de Tim Burton. Le souci, c'est que au cœur de la narration, j'ai toujours eu un gros souci avec l'écriture du personnage de Winona Ryder. Et à chaque fois que je le revois, je trouve ce personnage de plus en plus détestable et du coup ça me freine pour pouvoir le mettre dans un top, mais j'avoue que c'est vraiment un mini critère pour pouvoir l'enlever. Alors ce film a fait très longtemps partie de mon top, à une époque c'était même mon film préféré quand j'étais ado. Bon maintenant j'ai découvert trop de perles dans l'horreur et je commence à trop m'y connaître entre guillemets dans ce domaine-là pour pouvoir le garder dans mon top parce que j'ai découvert trop de pépites à côté pour pouvoir continuer à le considérer comme surpassant la masse. Je l'aime toujours énormément et je trouve que c'est une saga qui est très intéressante aussi bien en livre, en film, les versions japonaises, américaines. Et voilà, je considère plus ce film comme étant un film absolument incroyable. Ah celui-là ça m'a vraiment fait très mal de l'enlever de ce top, je dois l'avouer, mais bon je m'étais fixée à 15 alors voilà, mais clairement c'est mon top 16 je pense. Mais disons que ce qui m'a fait l'enlever c'est que c'est pas forcément un film vers lequel je vais me tourner en priorité quand j'ai envie de me faire un film que j'adore. Parce que c'est un film qui est assez éprouvant à regarder et même si j'aime ça, le fait d'être poussée dans mes retranchements, c'est pas forcément vers lui que je vais me tourner quand j'ai besoin de me ressourcer ou de penser à mes films préférés. Et enfin avant de commencer le top, sachez que la quasi-intégralité
l'intégralité de la filmographie de Park Chan-wook, à part Stalker que je trouve vraiment en dessous, aurait pu se trouver dans ce top. C'est mon réalisateur préféré, je trouve que absolument tous ses films sont des chefs-d'œuvre. Mais voilà, il a fallu que j'en choisisse qu'un, donc vous verrez lequel c'est, mais voilà, considérez que j'adore absolument tous ses films. Non, partez pas, promis, il y a des bons films après, je vous jure. Alors je sais que quand on se considère cinéphile, déclarer son amour pour la saga La Momie, c'est pas forcément le truc le plus artistique et le plus convenu au monde, mais je m'en fous, j'assume. De toute façon, les gens qui me connaissent, ils savaient très bien que je pouvais pas faire un top de mes films préférés sans mettre La Momie dedans, hein, je veux dire, c'était absolument impossible. Je pense que j'aime cette saga à peu près autant que Gilles Stella aime Jurassic Park, c'est pour vous dire, je casse les pieds à tout le monde avec ces films, parce que je les adore. Je leur voue un culte incommensurable, et je suis très triste parce que je me sens très seule dans mon fandom, parce que c'est pas des films qui sont hyper populaires. La Momie et Le Retour de la Momie, ce sont vraiment les films de mon enfance. Je les ai vus des dizaines et des dizaines de fois avec des amis, seuls, je les connais absolument par cœur de A à Z. Pour comprendre mon amour, qui est même vraiment de la dévotion hein, pour La Momie, il faut prendre en compte aussi mon amour pour l'Égypte de manière générale, c'est vraiment une obsession pour moi. Faut savoir que ma passion pour l'Égypte vient depuis que je suis gamine, et en fait La Momie et Le Retour de la Momie sont sortis respectivement quand j'avais 6 et 8 ans je crois. Comment vous dire à quel point c'est parfait, parce que c'est des films qui m'ont accompagnée dans cette passion-là, qui ont grandi avec moi, et qui m'ont aussi enrichi à ce niveau-là, notamment en termes de code visuel, des choses comme ça. C'est un film qui a beaucoup impacté mon imaginaire. C'est des films que je prends toujours énormément de plaisir à re-regarder aujourd'hui, et en fait que je les regarde d'un œil nostalgique parce que ça me rappelle mon enfance, ou que je les regarde avec un œil un peu plus critique, plus cinéphile que j'ai acquis au fil du temps, je trouve que c'est des films qui tiennent toujours autant la route, qui sont toujours aussi fun, c'est des très bons films d'aventure, c'est des très bons divertissements. Il y a peu de films qui me procurent autant de bonheur quand je les revois en fait. Parfois, avoir un film préféré, c'est juste avoir une sorte de repère, un coin douillet, un peu cocooning dans lequel on peut venir se réfugier. En fait, si jamais je me sens triste, déprimée, que j'ai pas beaucoup d'énergie, ou tout simplement que j'ai envie de me faire un film, n'importe lequel, je me tourne directement vers ces films parce que je sais qu'ils vont pouvoir me booster, ils vont pouvoir m'apporter énormément d'énergie, d'amour et d'apaisement. Et je veux dire, cette capacité-là de ressourcement, c'est quand même une qualité qui est très rare et qui justifie largement la présence de ces films dans le top. Est-ce que ce film, c'est pas genre le film cliché que tous les gens de ma génération ont dans leur top à un moment ou l'autre? Sérieusement, j'ai l'impression que c'est devenu un peu le nouveau Citizen Kane, tu vois. Faut dire que c'est le premier film de Nolan que j'ai vu, et en plus je l'ai vu au cinéma, et ça a été une telle claque. J'étais pas du tout habituée à ces codes, donc tout ce qui va être la déconstruction de la narration, un film à rebondissement, le fait que les personnages ne sont jamais là où on les attend, cette rigueur aussi très formelle dans son image, donc maintenant je suis un peu plus habituée à ces codes, mais à l'époque ça m'a fait un effet mais absolument incroyable. Et en particulier ce qui m'a donné cette sensation de claque, cet effet choc, c'est la fameuse scène de la toupie. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont expliqué la scène depuis, mais déjà moi à l'époque, la première fois que j'ai vu le film, j'avais pas forcément eu l'explication, donc j'étais en mode est-ce qu'on est encore dans le rêve, dans la réalité, on sait pas, donc j'avais trouvé ça génial qu'on se termine dans un truc comme ça, entre deux, ambigu, etc. Mais maintenant même que j'ai l'explication, en fait je m'en fous. Ce qui m'a le plus impressionné et qui continue encore à m'impressionner après toutes ces années, c'est la complexité qui est mise en œuvre dans ce plan jusqu'au léger tremblement de la toupie pour insinuer le doute dans l'esprit du spectateur. Ce que j'admire ici, c'est moins le scénario et la narration pure que la construction narrative en elle-même. J'aime Inception en grande partie pour sa fin, et je l'aime en particulier pour cette ingéniosité qui fait qu'on continue à en parler des années après et qu'il y a encore des spéculations, des théories autour. C'est un film qui continue à se savourer et à grandir dans le temps, et en fait des films qui continuent à te stimuler intellectuellement 10 ans après sa sortie, il y en a vraiment pas beaucoup. Inception, ça fait partie de ces rares et magnifiques exceptions là qui font que ça restera à jamais un de mes films préférés. Bon, c'est impossible pour des gamins des années 90 de ne pas avoir son petit Disney préféré, et bien voilà le mien, celui qui m'accompagne depuis que je suis gamine, parce que je l'aime vraiment depuis que je suis enfant, c'est mon Disney préféré. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, quand je dis que je l'aimais déjà quand j'étais gamine et que c'était déjà mon Disney préféré, qui disent que c'est pas possible parce que c'est pas du tout un film, c'est un film trop adulte en fait. Effectivement, c'était ce ton adulte et cette manière de faire là qui faisait que c'était mon Disney préféré, parce que pour une fois, j'avais la sensation de ne pas être prise pour une conne. En regardant ce Disney quand j'étais gamine, il y avait plein de trucs qui m'échappaient, hein, bien sûr, il y
y avait plein de sous-entendus, de subtilités que j'avais pas, mais au moins en le voyant, j'avais pas l'impression que le scénario avait été édulcoré, effacé, rendu plus facile, plus accessible et un peu bêtifié parce que j'étais une enfant. Je me disais, ce film s'adresse à moi comme à un être humain normal, tout simplement, avec un cerveau. J'adorais aussi le fait qu'il traite de thèmes qui soient vraiment sombres. Alors déjà gamine, je captais les trucs sur le racisme, sur les sous-entendus sexuels, sur le côté malsain d'un homme qui devient de plus en plus fou, etc. Le personnage de Frollo m'a toujours absolument fascinée. Et aussi le fait qu'il soit aussi léché visuellement, j'avais l'impression par moments de me retrouver face à des tableaux, de voir qu'il y avait une telle ampleur graphique et sombre aussi dans une esthétique avec beaucoup de rouge, de violence, du feu, ça n'hésitait pas à montrer du sang aussi à certains moments. J'avais vraiment l'impression de regarder pour une fois un film pour adultes et ça c'était très agréable comme sensation. Pour un lien qui est aussi pour le coup très personnel, alors jusqu'à mes 12-13 ans en fait je n'avais la télé que 4 mois par an parce qu'en fait on n'avait qu'une seule télé à la maison et mes parents louaient un studio, donc quand le studio était loué on mettait la télé dans le studio et quand il ne l'était pas dans les périodes creuses en hiver on avait la télé à la maison. Ce qui fait que les moments où je pouvais regarder des films ou des dessins animés c'était des moments qui étaient assez rares, précieux, que j'attendais avec pas mal d'impatience. Et ce film là c'est un film qui me relie aussi énormément avec ma mère parce que c'est un film qu'on regardait beaucoup ensemble, je pense aussi que c'est son Disney préféré et je me rappelle de toutes ces après-midi très froides où il pleuvait, où j'étais juste avec mon gros plaid sur le canapé en train de regarder la télé, c'était des moments qui étaient rares, précieux, avec ma mère qui commentait, qui m'aiguillait aussi. Et voilà, pour moi ça me rappelle aussi ces moments là qui sont tout aussi précieux et pour le coup très personnels. Quelques années plus tard, il s'avère que j'ai développé un amour inconditionnel pour Victor Hugo, que je considère encore aujourd'hui comme le plus grand des écrivains français. L'œuvre originale derrière ce dessin animé qui me fascinait depuis tellement d'années, ça m'a fait encore plus aimer ce dessin animé parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient édulcoré son propos sans le trahir. Certes, ils l'ont rendu plus soft et ils l'ont adapté un peu plus à des enfants, mais déjà c'est pas forcément une démarche contre laquelle Victor Hugo serait contre, parce que c'était quelqu'un qui était très démocrate, qui aimait beaucoup que la culture puisse être accessible aux enfants aussi. Et en plus de ça, c'est quand même un film qui respecte plutôt bien la vision, les propos, les messages et même la vision politique qu'avait Victor Hugo, donc pour moi c'est un très bon travail d'adaptation qui en a été fait. Et évidemment, on est d'accord que le bossu de Notre-Dame 2 n'existe pas en aucun moment, parce que là pour le coup, en termes de fidélité de l'œuvre, d'adaptation de l'esprit, etc., alors là ils ont fait table rase, ils ont tout détruit, mais on est d'accord que ce film n'existe pas. Pour moi le bossu de Notre-Dame il est représentatif de toute cette époque dans les années 90-2000 où Disney n'avait pas peur de prendre des risques, que ce soit en termes graphiques ou que ce soit en termes d'adaptation, de ton, etc., de s'adresser à de faire des choses qui sont un peu plus adultes et compliquées, et cette période là de Disney qui prend des risques, ça me manque vraiment énormément. 12e place pour Les 12 singes, ça paraît logique. C'était impossible pour moi de ne pas citer ce film que j'ai découvert aussi assez jeune dans ma construction cinéphile, je devais avoir peut-être 13 ans, quelque chose comme ça. Alors je pourrais vous parler en long, en large, en travers de ce côté de noirceur et d'absurdité, ce mélange-là subtil qui fait la patte Terry Gilliam. Je pourrais vous parler du travail des décors qui sont toujours très brouillons, très en bordel, avec énormément de choses qui se passent en arrière-plan, des détails qui fourmillent partout. Je pourrais vous parler aussi de ces personnages qui sont complètement barrés, uniques au cinéma, avec une performance de Brad Pitt et de Bruce Willis qui sont absolument géniaux, qui ont rarement été aussi bons que dans ce film-là, ainsi que tout son propos politique autour de l'écologie, mais aussi tout son propos autour des faux-semblants, des mensonges, etc., qui sont hyper intéressants en termes de construction narrative. Mais tout ça, ce sont des raisons objectives d'aimer le film. Pourquoi est-ce que je l'aime de manière subjective, en plus de tout ça, évidemment? Et ben en fait, l'Armée des 12 singes, ça a été mon premier pas dans le monde de la SF dystopique et dans le monde de la SF d'anticipation. À l'époque, j'avais jamais rien vu qui ressemblait à ce film, et d'ailleurs bon, aujourd'hui Terry Gilliam c'est quand même des films qui sont très particuliers, il y a peu de films qui ressemblent à ces films, mais même en termes de ton d'univers, de ce qu'il se passait, d'anticipation, j'avais jamais rien vu qui ressemblait à ça, et j'ai vraiment eu la sensation en regardant ce film d'avoir une porte sur tout un nouvel univers, tout un nouvel imaginaire auquel je n'avais jamais pensé auparavant, qui venait de s'ouvrir. C'est notamment grâce au bonus des DVD de ce film que j'ai pu regarder La Jetée de Chris Marker, et La Jetée m'a elle-même amené à regarder énormément de courts-métrages et d'œuvres dans cette ambiance-là qui sont venus nourrir l'Armée des 12 singes. C'est aussi comme ça que j'ai pu commencer à m'intéresser à tout ce qui était littérature SF dystopique d'anticipation, donc j'ai lu Fahrenheit, Le meilleur des mondes, j'ai lu 1984, donc tous les grands classiques je les ai lus à cette période-là. Je pense en plus qu'à l'heure actuelle, après le cinéma d'horreur au sens large, c'est-à-dire cinéma fantastique, film de genre, etc., la SF d'anticipation et dystopique c'est mon deuxième genre cinématographique préféré. Et plus je continue à acquérir de la
culture dans ce domaine-là, donc dans le domaine de la SF d'anticipation, plus je continue encore plus à aimer l'Armée des 12 singes, parce que je trouve que même à l'intérieur de ce domaine-là, il se démarque, il continue à être unique comme film. En fait, quand on compare, il y a vraiment peu de films qui arrivent à la cheville de l'Armée des 12 singes, et ça ne me fait que l'aimer encore plus, et voilà, c'est un film qui dure dans le temps, et à chaque fois que je le revois, je me rends compte de combien c'est un film qualitatif. Premier film de Alejandro González Iñárritu et premier film aussi que j'ai vu de sa filmographie, c'est un film qui a marqué, je pense, mon amour des films chorales. J'en parle relativement peu sur cette chaîne parce qu'en fait c'est un genre qui n'est plus du tout à la mode, mais vers les... Si vous entendez du bruit, des miaulements et des bruits de tissu qui se déchirent, c'est mon chat qui a un quart d'heure de folie, donc voilà. Elle est en train de sauter partout sur le canapé et je pense qu'elle est en train de faire des magnifiques trous dans la housse, ça va être très sympathique. C'est un genre, le film choral, qui était très à la mode, on va dire de 2000 à 2008, quelque chose comme ça, et qui aujourd'hui ne se fait plus du tout. On a tendance à considérer plutôt soit un groupe de personnages, soit un personnage principal, plutôt que de s'intéresser à une myriade de personnages et à leurs liens entre eux. C'est un procédé narratif que j'aime beaucoup, moi, parce que du coup ça donne vraiment de l'importance et de la priorité avant tout aux personnages, aux relations qu'ils entretiennent, à leur intériorité. C'est des films en général qui sont très humains et très humanistes, et c'est vrai que Amour Chienne est exactement dans ce ton-là. En fait, c'est des films où on apprend à voir le monde, ou à voir en tout cas une histoire à travers différents points de vue, et à essayer de considérer les choses avec des regards qui ne sont pas le nôtre. Je trouve ça très intéressant, même d'un point de vue, on va dire, presque moral et philosophique en fait. Dans Amour Chienne, on suit trois destins qui se croisent au hasard des vies, etc. Ces trois vies qui sont totalement différentes, mais qui sont toujours traitées avec exactement la même égalité en termes déjà de temps structurel, mais aussi avec une très grande empathie. On n'a pas l'impression qu'il y a un destin qui soit meilleur qu'un autre, un mode de vie qui soit meilleur qu'un autre, une manière de penser, de concevoir le monde qui soit meilleure qu'une autre. C'est un film qui est très sombre, mais qui n'est pas pour autant misanthrope ou cynique. Et en fait, c'est un film dont j'essaye chaque jour en fait d'appliquer les enseignements. Dans ma propre vie, dans ma propre philosophie, c'est presque devenu un code moral, à savoir essayer de ne pas juger, essayer de comprendre pourquoi les gens pensent comme ça, essayer vraiment de ne pas juger, être dans l'empathie, etc. C'est un film qui m'a vraiment beaucoup appris de choses sur le plan humain. Quand je vois aujourd'hui le parcours d'Iñárritu et la notoriété qu'il a, je ne peux qu'être absolument admiratif de ce parcours. Mais franchement, quand on revoit Amour Chienne, on ne pouvait déjà que prévoir un destin brillant. C'est un film qui a magnifiquement lancé une carrière qui est absolument sublime. Il y a peu de films que je considère comme artistiquement, formellement et cinématographiquement parfaits. Je pense que par exemple je considère There Will Be Blood comme étant parfait, et à ses côtés il y a Black Swan. J'admire absolument tous les films de ce réalisateur jusqu'à Noé. Depuis, lui et moi on n'est plus trop en phase, hein, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais avant ça je considère que c'était une carrière absolument parfaite. Même parmi les films de ce top que je considère donc comme étant mes films préférés, je leur trouve objectivement des défauts. C'est pas parce que ce sont mes films préférés que je n'arrive pas à avoir une analyse objective, cinéphile, etc. derrière. Black Swan fait partie de ces rares exceptions où je ne trouve absolument aucun défaut. C'est un film où tout semble huilé, millimétré, parfait. Pour moi, il n'y a pas une seconde en trop, une seconde en moins. Il y a tous les détails qui fonctionnent et qui collaborent ensemble pour créer cet ensemble hyper homogène, hyper bien construit. Et bien sûr, du coup, le film n'échappe pas à un certain classicisme, mais je trouve que c'est d'autant plus intéressant de l'analyser sous ce prisme du classicisme, et peut-être même de le recontextualiser dans toute une pensée carrément plus sociologique autour des notions de bon goût, autour des notions de ce qu'est le bel art, de ce qu'est un art noble, etc. Et ce qui fait aussi qu'on considère un film comme parfait. Je trouve que c'est un très bel objet d'analyse sur énormément de plans, et c'est cette richesse aussi qui fait que je l'aime énormément. Ce que m'apporte Black Swan, c'est une sorte de valeur étalon, une sorte de repère de ce que je considère comme étant la perfection. Je trouve que c'est très important quand on commence à être cinéphile, ou même de manière générale dans les arts, d'avoir des sortes d'œuvres repères, d'œuvres étalons, qui nous aident à situer les autres œuvres par rapport à celles-ci, mais qui nous aident nous aussi à nous situer sur quelles sont les échelles de valeur, quelles sont les choses qui nous parlent ou non, quelles sont les choses que l'on considère comme étant parfaites ou non. Parce qu'évidemment, on va pas tous avoir la même notion de la perfection, on va pas tous en avoir la même définition, ni les mêmes envies, ni les mêmes attentes. Et moi, Black Swan m'aide énormément parce que c'est ma définition de la perfection cinématographique. Je suis absolument désolée, genre il faisait un grand soleil et puis d'un coup il y a des énormes nuages, la luminosité est dégueulasse, j'ai allumé le maximum de lumière autour de moi pour avoir de la qualité, j'espère que ça va le faire en termes de lumière. C'était absolument pas prévu que ça vire comme ça, je suis désolée.
Petit bijou du cinéma d'horreur, La Malédiction a grandement marqué mon appréciation et ma culture visuelle. Je l'ai vu quand j'étais assez jeune en fait dans mon adolescence et j'avais très peur en le revoyant récemment qu'il est terriblement mal vieilli et c'est pas le cas. Au contraire, en le revoyant, on comprend combien c'est un classique et combien il a influencé les réalisateurs de cinéma même encore à l'heure actuelle. Je pense que La Malédiction ça fait partie un peu des références de base à avoir pour toute personne cinéphile qui veut explorer un minimum le genre du cinéma d'horreur. Vraiment, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. Je vous assure qu'avec la magnifique bande-son qui est signée Jerry Goldsmith, qui a aussi fait celle de La Momie au passage, l'ingéniosité visuelle qui est déployée dans ce film, le scénario qui est hyper tordu, les personnages qui sont très particuliers, je vous assure que même 40 ans après sa sortie, il va vous séduire à coup sûr. À chaque fois que je le vois, que j'y pense ou que je lis des critiques dessus, je suis impressionnée par sa modernité et de voir combien il a apporté de choses au cinéma de genre, et sur combien ça reste encore à l'heure actuelle une valeur étalon. Mais je n'aime pas La Malédiction juste parce que c'est un excellent film ou parce que c'est un classique du cinéma de genre, non. La Malédiction, c'est aussi pour moi un film qui est un peu synonyme de toute cette construction cinéphile que j'avais eue de mes 9 à mes 15 ans, où en fait j'ai débuté avec le cinéma d'horreur et je m'en regardais en masse énormément. La Malédiction me rappelle à chaque fois ces souvenirs-là de soirées que je faisais seule, entre amis, avec ma famille, et de tous ces films du plus classique au plus insignifiant, en passant par le nanar, le navet, qui ont forcément contribué à un moment ou l'autre à créer mon imaginaire et à aiguiser mon œil de cinéphile. Donc La Malédiction, c'est vraiment pour moi un espèce de symbole de toute cette période-là et de tout ce que je dois aussi au cinéma d'horreur. Mon amour pour Le Seigneur des Anneaux, ça transcende le film en fait. C'est vraiment, je considère ça comme un amour étendu à la fois pour les livres, pour aussi le Silmarillion, pour le dessin animé qui était sorti, enfin le film animé qui était sorti dans les années 60, les essais critiques, les réflexions, les articles de magazines, etc. Tout ce qui vient enrichir l'univers des Seigneurs des Anneaux, pour moi c'est vraiment, ça fait partie d'un pack en fait, d'un truc global. Quand on commence à s'intéresser un petit peu au Seigneur des Anneaux, on est face à un espèce de gouffre incommensurable. Un puits sans fond de savoir, de choses à découvrir, de choses à analyser. Évidemment, je pense que c'est inutile de rappeler que Tolkien était un homme de lettres, un homme de science, un homme qui vraiment a pensé chaque détail de son œuvre pour que ça ait de la signification, avec énormément de symbolisme, de sous-entendus, de métaphores. En fait, ses œuvres, pour peu qu'on ait envie un petit peu de se creuser la tête, c'est un régal, parce qu'il y a, ça fourmille, ça foisonne, c'est tellement généreux. En plus, c'est une œuvre qui a longtemps été boudée des études universitaires classiques, et là, depuis 15-20 ans, je dirais, ça commence un petit peu à surgir, et on commence à avoir des écrits un petit peu plus scientifiques, analytiques sur l'œuvre du Seigneur des Anneaux, et c'est tellement passionnant, il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses à apprendre. En plus, c'est une œuvre qui peut s'analyser sur énormément de plans, ça peut s'analyser sur la sociologie, ça peut s'analyser sur la philosophie, ça peut s'analyser purement cinématographiquement si on prend que les livres, que les films, pardon, ça peut s'analyser d'un point de vue littéraire avec tout le travail sur la langue qu'a fourni Tolkien, ça peut s'analyser d'un point de vue historique aussi, ça peut s'analyser d'un point de vue mythologique en repensant à tous les apports des mythologies nordiques, ça peut s'analyser aussi d'un point de vue politique en réfléchissant aux notions de racisme, en réfléchissant à toutes ces choses-là, qui sont aussi des choses qui viennent enrichir l'œuvre. Porter un regard critique négatif sur Le Seigneur des Anneaux, c'est aussi quelque chose que moi je trouve intéressant et qui ne me fait que l'aimer d'autant plus parce que ce sont des choses qui viennent encore l'enrichir. Le film au milieu de cet océan de richesse n'est qu'une petite partie du tout, mais ça a été ma porte d'entrée dans cet univers-là. Quand le premier film est sorti au cinéma, j'avais 8 ans et je dois bien avouer que j'ai absolument pas tout compris, mais j'avais déjà été absolument fascinée par cet univers. C'est assez étrange mon rapport avec Le Seigneur des Anneaux, le film ou l'univers étendu, parce que contrairement à d'autres œuvres dans ce top que j'hésite pas à clamer mon amour sur tous les toits, à revendiquer pleinement, mon rapport avec Le Seigneur des Anneaux est beaucoup plus intime. Quand je regarde ces films ou même quand je lis les livres, j'aime bien être seule ou partager ça vraiment avec une personne à qui je suis très proche, vraiment parce que pour moi c'est une expérience qui est presque philosophique, quasiment mystique. Il y a quelque chose de très profond que ça déclenche en moi. C'est des films que je revois avec parcimonie parce que c'est des films que je prends toujours énormément de temps à analyser, à digérer. C'est des films dont j'ai toujours un peu du mal à m'en remettre tellement ils sont denses et intenses, mais c'est ça aussi que j'aime. Et des fois c'est aussi ça qu'on recherche au cinéma, cette espèce de rapport intime avec une œuvre qu'on ne saurait pas vraiment expliquer, qui se transforme presque en quelque chose d'assez sacré, presque mystique, presque spirituel, sur lesquels on n'a pas forcément de mots, qu'on ne peut décrire qu'avec des sensations, mais on a vraiment l'impression que le film entretient un rapport très personnel avec nous. Le Seigneur des Anneaux, c'est exactement ça pour moi. Je me souviens
souviendrai toujours la première fois que j'ai vu ce film, j'étais en 3ème, on était en cours de français et on allait dans la salle polyvalente pour aller regarder ce film du coup, et moi je me disais putain, un vieux film des années 70, qu'est-ce que j'en ai à foutre, ça va être une vieille croûte. Et ben putain, ce film s'est bien chargé de rabattre mon caquet comme il faut, de la petite conne arrogante que j'étais. Waouh, ce film je n'en suis jamais redescendue. C'est un film qui réunit un petit peu tout ce que j'aime au cinéma en fait, et tout ce que j'aime dans la vie en général. Il y a une esthétique qui est très fouillée, qui est bigarrée, romantique, avec énormément de détails assez gothiques, qui frôlent même parfois l'univers du grotesque, voire du kitsch. Moi ce sont que des univers qui m'inspirent énormément. Il y a un ton qui est tragicomique avec des passages qui sont très marqués, donc des passages qui sont vraiment très mélodramatiques, qui vont chercher du côté de la tragédie grecque, avec une exacerbation des sentiments, des trucs très tristes, une histoire d'amour extrêmement tragique, impossible et compagnie. Et à côté de ça, énormément de comédie avec du burlesque, des personnages qui sont complètement étranges, des situations qui sont moqueuses et ironiques. Je pense que mon point de vue a bougé parce que j'ai donné un coup de pied dans le pied, excusez-moi. Il y a une très grande importance qui est donnée à la musique, un héros aussi qui est très ambigu dans sa construction mentale, avec des aspects qui sont parfois très immoraux, voire amoraux, et puis au contraire des choses qui sont très touchantes, très empathiques envers lui. Donc moi j'aime bien les personnages qui sont un petit peu entre deux comme ça, ni blanc ni noir. J'aime tout ce qui joue sur l'ambiguïté, les faux semblants, les mensonges, le fait qu'on ne sache pas vraiment se fier aux apparences, etc. Bah ce film il repose exactement quasiment que sur ce principe là, donc c'est absolument parfait. Ce film je l'aime énormément parce qu'il m'a aidé à me découvrir, et encore aujourd'hui il m'aide beaucoup. J'ai l'impression que j'ai réussi via le biais de Phantom of Paradise à définir pas mal de mes obsessions cinématographiques, à définir pas mal de choses qui me définissent, à définir un petit peu quels sont les univers qui me parlent, pourquoi ça me parle. Et ça fait un peu partie des films qui m'ont construite vraiment cinématographiquement, ça fait partie de mes grosses bases. Et encore aujourd'hui quand j'ai des doutes, quand j'ai des périodes où je me cherche, que ce soit artistiquement ou dans mon analyse critique, je me tourne volontiers vers ce film parce que je sais qu'il va me donner des réponses. En fait, Phantom of Paradise c'est une sorte de phare. Je sais qu'il va toujours être là pour pouvoir me guider quand je vais être dans des périodes de doute, et je sais qu'il va correspondre à des choses et à des valeurs que je considère comme étant des bases du cinéma, en tout cas dans ma vision des choses. Alors si je devais définir ce qu'est la claque au cinéma, encore plus que la claque de Inception, oui, ce serait ce film. Quand je l'ai vu pour la première fois au cinéma, en fait j'y suis allée avec des potes et je m'attendais à un film d'action un peu concombre, mais clairement pas à un truc qui allait rentrer au rouleau compresseur et redéfinir à jamais mon top de mes films préférés qui allait s'imposer là, bim, tout de suite. À l'heure où je vous parle, je l'ai vu donc 7 fois, plusieurs fois au cinéma, merci le Gaumont Wilson d'ailleurs qui le rediffuse assez régulièrement, c'est très cool. Je l'ai vu aussi en édition Chrome, mais aussi chez moi sur mon écran de télévision ou même sur mon écran d'ordinateur. Et je vous avoue que c'était ce passage là du grand écran à l'écran de télévision ou à l'écran d'ordinateur qui me faisait très peur. J'avais peur que Mad Max Fury Road ne fonctionne qu'au cinéma parce que j'avais peur que ce soit un film qui soit uniquement spectaculaire, que ce soit un film qui ne repose que sur ses effets. En clair, j'avais vraiment peur que ce soit un effet uniquement film de spectacle. C'est en le regardant justement pour la première fois chez moi sur ma télévision que j'ai compris combien ce film valait plus que ça et combien il avait plus à offrir que simplement son côté bourrin, jouissif, divertissant, etc. Quand on prend le temps de se concentrer sur les dialogues, sur la construction narrative du film, sur ses propos, sur ses engagements féministes, sur le nombre de détails visuels, sur les symboles qu'il y a dans ce film, on comprend que Mad Max Fury Road a vraiment une valeur intrinsèque qui est très forte et que c'est un film beaucoup plus profond qu'on ne veut bien le croire. Quand je parlais au début de ce top de films qui ont durablement changé une vision cinématographique, Mad Max ça fait complètement partie de ces films-là, parce que pour moi ça m'a prouvé que le cinéma d'action pouvait être profond, pouvait être intelligent, pouvait être féministe aussi. Visiblement ça ne l'a pas prouvé que pour moi, parce que clairement dans le cinéma d'action on peut dire qu'il y a un avant et un après Mad Max, et tous les films qui aujourd'hui n'ont pas intégré les apports, les acquis, les codes qu'ont créé Mad Max et qui restent ancrés sur des choses qui sont précédentes font horriblement dater et manquent énormément de modernité. Mad Max est un film qui est important à ce point là qu'il a carrément redéfini le genre. Il y a clairement au cinéma un avant et un après Mad Max, et mon dieu qu'est-ce que je peux aimer cet après Mad Max. Ça me brise toujours énormément le cœur de constater combien ce film est impopulaire, parce que c'est vraiment un film que je considère magnifique et j'ai du mal à comprendre son impopularité. Je trouve que ça vole une maestria qu'on retrouve peu au cinéma et qui mérite et qui force le respect. The Witch, c'est un film qui me séduit d'abord évidemment dans son discours. C'est un film qui est très féministe et qui suit en fait le parcours d'émancipation d'une femme dans une époque en plus encore où le patriarcat était encore plus prégnant qu'aujourd'hui. C'est aussi un film qui va puiser dans des inspirations esthétiques très sombres qui ont rapport avec l'occulte, le mysticisme, le satanisme, la sorcellerie, et tout ça ce sont des univers qui me parlent énormément. Enfin, tout ce qui est de l'ordre de la direction artistique, que ce soit la bande son ou que ce soit les images qui ont été produites, pour moi ça frôle le sublime. Il y a une espèce de perfection, une espèce d'aura
magnifiques qui se dégagent de l'ensemble qui font que moi je ne peux qu'avoir du respect et de l'admiration pour ce qui a été créé. Mais je vous avoue, je n'aime pas ce film juste pour son bel emballage ou pour son propos. Je l'aime d'autant plus que c'est un film qui est impopulaire et je l'aime d'autant plus qu'à chaque fois que je le vois se faire lyncher ou qu'à chaque fois des personnes m'expliquent pourquoi ils n'aiment pas ce film, ça ne me fait que l'aimer d'autant plus. C'est un film qui pour moi mérite une adoration qu'il ne reçoit pas. The Witch, c'est vraiment un film qui me fait comprendre chaque jour de combien il est important d'affirmer des goûts personnels, de ne pas forcément se fier à ce qu'une majorité de personnes pensent d'un film, mais aussi sur combien en fait c'est la pluralité de ses avis sur un film ou sur une œuvre d'art en général qui font l'intérêt de cette œuvre. The Witch, c'est vraiment un film que je prends aussi dans son aspect méta, à savoir tous ces débats, tous ces échanges qu'on peut avoir entre cinéphiles autour de ce film, et qui me rappelle que si le cinéma existe, c'est parce qu'il y a des spectateurs pour consommer, pour regarder ces films, et que l'on participe évidemment énormément à ce qu'est un film. Et c'est aussi pour ça que j'aime The Witch, c'est que c'est vraiment un film qui me rappelle combien il y a des pluralités d'avis et de regards, et combien c'est cette pluralité-là qui rend un film riche et intense. Mademoiselle, c'est le premier film devant lequel j'ai pleuré d'admiration. Alors résumé en quelques mots comme ça tout l'amour que j'ai pour ce film et tout l'amour que j'ai pour Park Chan-wook de manière générale, ça va être évidemment mission impossible et très difficile. Mademoiselle, il se distingue particulièrement de ses autres films dans sa filmographie, peut-être parce que c'est le dernier que j'ai vu au cinéma, donc il y avait cet effet aussi nouveauté, claque, etc. Mais aussi parce qu'avec sa thématique LGBT friendly, le fait que ce soit un film qui parle d'émancipation féminine avec un propos très féministe, le fait aussi qu'il y ait une direction, une photographie que je trouve particulièrement sublime. Tous les films de Park Chan-wook sont beaux, mais alors là celui-là je le trouve encore plus rigoureux que les autres peut-être. Et enfin la bande son qui me tire des larmes dès que je l'écoute un petit peu sur YouTube. Je pense qu'il y a tout qui est réuni pour en faire vraiment ce que je considère être le meilleur film de Park Chan-wook. Mademoiselle, c'est une réunion d'énormément d'idéaux que j'ai artistiquement, philosophiquement, politiquement. Si Phantom of Paradise est une réunion de certaines de mes obsessions cinématographiques, Mademoiselle est aussi la réunion d'un autre. Peut-être que le pot pourri des deux, ça donnerait le film ultime pour moi, je sais pas. Je suis désolée d'être aussi pauvre et aussi cliché quand j'en parle parce qu'un film pareil mérite qu'on s'y attarde, mais je pense que c'est tellement personnel et j'ai tellement une admiration sans borne que j'ai du mal à en parler sans le dénaturer. Peut-être que pour moi ce sont des films qui sont presque au-delà des mots, c'est des films qui sont tellement beaux qu'on ne peut en concevoir l'essence, on ne peut les toucher du doigt, on ne peut voir la maestria de ces films uniquement qu'en les regardant et pas en parlant parce que là effectivement j'ai déjà l'impression de les dénaturer. Merci les cours d'allemand au lycée. Madame Philippe, si un jour vous voyez cette vidéo, je ne vous remercierai jamais de nous avoir montré ce film en cours d'allemand, même si la première fois que je l'ai vu c'était en allemand sous-titré allemand, et je vous avoue que j'ai pas tout bité, mais c'est pas grave, c'était déjà génial. Ce film il est très important dans ma construction cinéphile parce que c'est la première fois que j'ai compris ce qu'était l'importance de la réalisation et de la mise en scène. C'est la première fois où j'ai eu l'impression que quelqu'un essayait de s'adresser à moi à travers un écran. C'est la première fois où j'ai senti une personnalité s'exprimer sur la toile. C'est aussi la première fois je pense où j'ai pris conscience de l'importance de la photographie, des couleurs, de l'image, des plans, des cadres, etc. parce que c'est un film qui est assez rigoureux formellement et c'est la première fois où je me suis vraiment dit tiens mais pourquoi tel détail est présent à l'écran, pourquoi telle couleur est saturée plus qu'une autre, etc. et où j'ai vraiment eu besoin d'analyser, de réfléchir à des procédés de mise en scène et plus à des dialogues, à des scénarios ou des propos comme je le faisais auparavant. Forcément pour moi ce film est hyper important parce qu'il a marqué un cap dans ma vie de cinéphile. Je pense que grâce à lui j'ai commencé à analyser les films sur un plan artistique et non plus sur un plan narratif. En plus de ça j'avoue que c'est un film que j'ai vraiment envie de défendre et de mettre un petit peu au jour parce que c'est un film qui est très impopulaire en France. Doris est pourtant une réalisatrice allemande qui est assez connue, mais je vous avoue que pour avoir même ses autres films distribués c'est la croix et la bannière. Ces films déjà n'ont pas forcément de distribution en salle et pour les trouver en DVD c'est encore pire. En général c'est des éditions allemandes où il n'y a même pas de sous-titres français et je vous avoue que je ne comprends pas parce que je trouve que tous ces films sont d'une excellente qualité et Kirschblüten Anami, donc Cherry Blossoms il me semble dans sa version internationale, est vraiment une petite pépite, un petit bijou bien trop méconnu, bien trop oublié, qui existe en DVD là avec des sous-titres français, donc je vous assure procurez-le, vous ne le regretterez pas, c'est sublime, c'est magnifique et pour moi ce film est tellement important, tellement beau, tellement riche, tellement quoi. Ce serait bien un jour en fait que ce petit bijou ait une fanbase à la hauteur de la petite merveille qu'il est. Ce serait tellement bien parce qu'il le mérite. Alors
Alors quand j'ai vu It Follows, il faut savoir que ça faisait des années que j'avais perdu foi dans le cinéma d'horreur. Même si c'est mon genre cinématographique préféré, ça faisait des années que je m'étais résignée au fait que c'était un genre qui était mort, qu'on allait avoir que des productions au rabais, qui ne reposaient que sur des jumpscares, qu'on allait avoir du frisson facile, mais plus des choses très profondes, et qu'il allait falloir que j'aille puiser du côté des grands classiques pour pouvoir avoir quelque chose à me mettre sous la dent parce que les productions actuelles étaient mortes. Je suis ressortie de cette séance-là avec la sensation d'avoir assisté au renouveau d'un genre entier. En plus de m'avoir foutu la trouille comme ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas eu la trouille au cinéma, ce film m'a vraiment redonné espoir. J'ai trouvé dans It Follows énormément de modernisation de codes, de genres, d'esthétique qui m'ont parlé énormément dans le cinéma d'horreur et que je n'avais jamais vu remoderniser ou réactualiser jusque-là. C'est un film en quelque sorte qui a un petit peu bouclé la boucle pour moi. Je suis devenue cinéphile grâce au cinéma d'horreur et des années après, ma cinéphilie s'est à nouveau retrouvée stimulée par un film d'horreur. Ce que m'a apporté It Follows, c'est de l'espoir, donc dans un genre que je pensais mort et enterré, mais aussi de la curiosité. Parce qu'il m'a poussé à aller voir du côté de sorties qui sont plus confidentielles, de plus petits films, de choses avec moins de budget, etc. Si La Malédiction c'est un de mes jalons cinématographiques dans ma culture passée, It Follows c'est sans doute le jalon le plus actuel dans ma construction cinéphile. Je lui dois énormément de choses sur mon regard actuel sur le cinéma. Et enfin, voilà, le film ultime. Le film qui, depuis toutes ces années, car depuis que je l'ai vu, c'est mon numéro 1, le film qui n'a jamais été détrôné et que je n'ai jamais trouvé plus sublime que lui. The Wall. Résumer mon amour pour ce film en quelques minutes, ça va être hyper difficile, mais pour essayer de faire simple et court, déjà c'est un film que j'ai vu plus d'une centaine de fois. Au lycée, je le regardais à peu près une fois par semaine, et c'est un film où j'ai découvert de nouvelles choses et approfondi de nouvelles choses à chaque nouveau visionnage. Et je vous jure que c'est vrai, c'est un film qui possède des centaines, peut-être même des milliers de strates de lecture différentes. C'est un film dont je ne me lasse pas. À chaque visionnage, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de nouveau. J'ai jamais vu en fait un film qui soit aussi riche, aussi stimulant, aussi généreux que The Wall. Wagner avait théorisé toute une philosophie autour de ce qu'il considérait comme étant une œuvre d'art parfaite, qui aurait été une œuvre d'art qui réunissait un petit peu de chaque branche de tous les arts et qui aurait donné en fait une œuvre d'art ultime. Je fais ça très grossièrement, hein, bien évidemment c'est beaucoup plus profond que ça. Bien que The Wall n'ait pas par exemple d'aspect d'architecture, encore que The Wall, le thème de la construction est extrêmement présent dans le film, je considère quand même que c'est un film qui se rapproche de cette définition-là de l'œuvre d'art parfaite, ultime, qui arriverait à rassembler tous les arts et à transcender en même temps tous les arts. Je l'ai vu pour la première fois quand j'avais 9 ans, c'est un film qui m'a profondément choquée, qui m'a profondément bouleversée, et je me rends compte chaque jour, d'autant plus quand je me remets à créer énormément, je me rends compte de combien il a marqué à jamais mon paysage cinéphile et aussi ma propre création artistique. C'est une œuvre que j'ai constamment à l'esprit sans même forcément y penser, mais à chaque fois que je regarde un film, à chaque fois, je pense à quelque chose en rapport avec The Wall. C'est un film qui s'est imposé et qui est gravé à jamais dans ma rétine, dans mon cerveau et dans mon cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo sur mon top 15 de mes films préférés vous a plu. En tout cas, le top est terminé, on va passer désormais au concours. Donc le concours va être ouvert jusqu'au 25 décembre, et il y aura 3 lots différents, ainsi il y aura 3 chanceux qui auront la chance d'avoir un petit cadeau supplémentaire au pied du sapin le 25 décembre. En premier lot, je mets un Blu-ray de The Witch avec une impression d'une de mes créations que j'avais fait pour le Inktober, donc un fanart de The Witch en format A5. En deuxième lot, je mets un Blu-ray de Mademoiselle avec une création, donc cette fois-ci ce n'est pas de Mademoiselle mais de Sympathy for Lady Vengeance, donc pareil, une impression en format A5. Et enfin, en troisième lot, je mettrai un DVD ou un Blu-ray. Je pense qu'il n'est pas sorti en Blu-ray, donc je pense que ça va être un DVD de The Wall avec pareil une impression format A5 de la création que j'avais fait pour le Inktober. Pour participer au concours, c'est très simple, il suffit que vous me laissiez un commentaire sous cette vidéo en me disant quel lot vous aimeriez gagner et aussi en me précisant quel est votre film préféré et pourquoi. En même temps que ce commentaire, n'oubliez pas de me laisser un moyen de vous joindre, que ce soit par Instagram ou par Twitter. Donnez-moi votre pseudo parce que sinon je ne vais pas pouvoir, si jamais vous loupez ma vidéo etc, je ne vais pas avoir de moyen de vous joindre, donc surtout mettez-moi un moyen de vous contacter, c'est très important, sinon même si jamais vous êtes gagnant, je ne pourrai pas vous contacter, je devrai redistribuer votre lot. Donc je vous le rappelle, pour participer, vous mettez tout simplement un commentaire avec le lot que vous voulez gagner, votre film préféré et un moyen de me contacter, et je tirerai au sort les gagnants le 25 décembre. N'hésitez pas en tout cas, si vous voulez soutenir la chaîne, à aller sur YouTube, vous pouvez gratuitement
gratuitement regarder des pubs qui me génèrent un petit fonds d'argent, donc voilà, ça peut être un moyen sympa de me soutenir. Vous pouvez aussi partager cette vidéo ainsi que me suivre sur les réseaux sociaux, c'est encore un moyen de prouver votre adhésion et de montrer que vous me soutenez. Voilà, ça fait toujours plaisir parce que actuellement je ne suis absolument pas visible par l'algorithme YouTube, donc si vous voulez que je sois visible, si vous aimez mon travail, si vous voulez le soutenir, la seule manière que j'ai d'exister, c'est par vous. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je prépare un assez gros truc pour le mois de décembre avec une vidéo par jour. J'espère pouvoir m'y tenir, donc on se retrouve d'ici le 1er décembre. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!